Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la démission de Maître Madi Kegnan de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Le numéro 2 du PDS dit relever beaucoup d'irrégularités qui violent le règlement de l'Assemblée nationale. La problématique de la détention provisoire au cœur des préoccupations des acteurs de la justice. Le ministre de la Justice regrette la moyenne de 40% dans les prisons sénégalaises. La conférence annuelle des chefs de parquet qui s'est tenue ce matin cherche solution. L'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés se constituent en partie civile dans la saisie de faux médicaments à Touba. Face à la presse ce matin, ils ont regretté le mutisme de l'État et des autorités religieuses. Les ex-travailleurs de la Sotrac réclament leur argent à l'État du Sénégal, une somme selon eux estimée à 9 milliards 113 millions de francs CFA. En Assemblée générale cet après-midi, il prévoit de marcher dans les prochains jours. L'invité du 20h, il s'agit de Pape Massata Diack, l'ancien consultant marketing de l'I2AF et agent marketing de l'équipe nationale, ex-agent marketing de l'équipe nationale avec sa structure Pamodi. Ce sera en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Maître Madi Kegnan démissionne du bureau de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Annonce faite cet après-midi. Le groupe Liberté et Démocratie et les non-inscrits unis faisait face à la presse à l'Assemblée nationale cet après-midi. Donc, le numéro 2 du PDS a relevé beaucoup d'irrégularités qui violent selon lui le règlement à l'hémicycle. Compte rendu signé Mam Biram Diouf et Mohamed Dian. Ils ne peuvent être reprochés d'avoir passé outre l'obligation de réserve, une précision que Maître Madi Kegnan a tenu d'abord à préciser parce qu'étant des représentants dignes du peuple qui doit être informé à tout moment et à toute étape sur l'affaire de leur collègue député Khalifa Sall. Maître Madi Kegnan qui a adressé depuis ce mercredi sa lettre de démission du bureau de la commission ad hoc. J'ai voulu ce matin marquer notre position en démissionnant de mon poste de premier vice-président. Pour Maître Madi Kegnan, tout a été fait dans la précipitation pour se pencher sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Il n'y avait point de passage devant la commission des lois et qu'il fallait venir directement en plénière. Après avoir eu les propositions des différents groupes, c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons obtenir de la plénière qu'on ratifie la liste. J'avais demandé l'ajournement
pour qu'on convoque à nouveau sur une base qui s'accorde avec nos textes. C'était la même chose quand nous avions, devant la commission des lois, dit et répété de manière très claire que cette commission des lois avait été convoquée irrégulièrement parce que le délai de convocation de 48 heures n'avait pas été respecté. Mais aussi, ils ont mis aux voix. Pour s'être juste limité en réunion de commission à la lecture de la lettre du procureur, voilà d'après lui une autre violation de l'article 37 du règlement intérieur de l'Assemblée. Je n'ai vu nulle part un organe dans le monde qui a pouvoir de recommander une décision et qui doit examiner et statuer et recommander une décision que cet organe, que tous les membres de cet organe ne puissent pas accéder au dossier. Une fois de plus, voilà une autre violation. Le groupe Liberté et Démocratie et le groupe des non-inscrits donnent rendez-vous lundi prochain pour donner une décision consensuelle après la réunion de la commission ad hoc. Mambiram Diouf, nous parlons de la détention préventive au Sénégal, un problème auquel il faut réfléchir. Selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, la moyenne est de 40% dans nos prisons. Mandiaye Ndiaye, directeur des affaires criminelles et des CRAS, estime que sur 100 personnes plutôt devant le procureur, 83 sont placées en détention provisoire. La conférence annuelle des chefs de parquet s'est tenue ce matin. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Mohamed. Les gens vont trop vite en prison, un sentiment que beaucoup de Sénégalais se partagent. Le constat, trop de détention préventive, un problème. Il faut une réflexion. La conférence annuelle des chefs de parquet se penche cette année sur la question. Quand vous avez un système bâti autour de la présomption d'innocence, le principe c'est la liberté et l'exception c'est la détention. Mais lorsque nous regardons ou nous écoutons ce qui se passe dans le pays, nous avons parfois l'impression qu'il y a une sorte de perception selon laquelle il y aurait un recours souvent fréquent à la détention. Et lorsqu'on visite les prisons, on est parfois impressionné par le surpeuplement carcéral. Il est vrai que le surpeuplement carcéral dans notre pays est aussi lié au fait que depuis l'indépendance, on n'a pas construit de prison. Mais ce surpeuplement carcéral, il faut le relativiser parce que nous sommes dans un pays où on a à peu près moins de 11 000 prisonniers sur 14 millions d'habitants. Le pourcentage est inquiétant, les chiffres alarmants. Sur 100 personnes devant le procureur, les 83 sont placés en détention provisoire. Seulement 17% bénéficient soit d'une mesure de mise en liberté provisoire ou bien d'un classement sans suite ou bien d'une médiation pénale. Donc le chiffre ne dit pas tout. Parce qu'il y a des critères effectivement qui président à la mise en détention. Vous comprenez bien que quand on défère au procureur une personne qui n'a pas de domicile par exemple et qui doit être jugée, le procureur ne peut pas prendre la responsabilité de laisser cette personne-là rentrer alors qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle habite. Ce surpeuplement carcéral serait aussi lié au fait qu'on recourt aussi à la détention. Aujourd'hui, dans les prisons du Sénégal, nous avons à peu près 40% des personnes qui y sont simplement parce qu'ils sont en détention. Et donc nous avons pensé que face à cette problématique, l'État a initié des mesures très importantes pour limiter les cas de privation de liberté. Les exemples sont nombreux, mais on a l'impression que c'est toujours un problème. 3 ans que la rencontre n'est pas organisée, la conférence annuelle des chefs de parquet s'intéresse à l'action publique et à la détention provisoire, un thème d'actualité, d'intérêt national au moment où l'on parle de surpeuplement carcéral. Nous parlons de la difficulté sur l'application de la loi concernant la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue. Le directeur des affaires criminelles et des CRAS parle de zones d'ombre à régler dans cette loi. Selon le ministre de la Justice, une rencontre est prévue dans les prochains jours avec le bâtonnier, l'ordre des avocats et les procureurs Ismaïla Madior Fall et Mandiaye Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Al-Hassan Ba. Et il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent, parce que la loi ne peut pas entrer dans tous les détails. Vous avez par exemple quelqu'un qui est à Tambacounda. Il dit, écoutez, vous voulez m'entendre, mais il faut que mon avocat soit là. Et l'avocat est à Tambacounda. Est-ce que le policier, par exemple, devrait s'asseoir et ne rien faire jusqu'à ce que l'avocat arrive? Et l'avocat, quand il est sur place,
quand le policier l'interroge, est-ce qu'il doit pouvoir souffler à son client ce qu'il va dire? Donc il y a énormément de détails qui sont importants et qui n'ont jamais été réglés par la loi. Il s'agit d'un règlement de l'UEMOA et nous avons bien noté ce que le bâtonnier de l'ordre des avocats a souligné comme étant des difficultés notées dans la pratique pour la mise en œuvre de cette disposition, mais nous allons dans les prochains jours avec le bâtonnier des avocats, les procureurs, trouver les modalités consensuelles apaisées pour la mise en œuvre de cette disposition qui est une disposition promotrice de l'état de droit, qui est une disposition qui renforce les droits et libertés. L'Organisation internationale des migrations choquée par la vente de migrants en Libye, une forme d'esclavage diffusée par la chaîne américaine CNN est largement partagée sur les réseaux sociaux. Le chargé de communication de l'OIM Sénégal demande aux États africains de prendre leurs responsabilités. Seydou Nouroudia, que je vous propose d'écouter au micro de Chérifia. C'est très choquant, c'est très regrettable aussi, effectivement. C'est des situations à bannir parce que c'est inhumain tout ce qui a été vu là-bas, mais les migrants traversent des moments très difficiles en Libye et je pense que nous, d'OIM, tout ce que nous faisons, c'est de tout faire pour préserver la dignité de ces migrants. Oui, en veillant à ce qu'ils soient dans de bonnes conditions, mais aussi dans ce cas de figure, faire en sorte de les identifier en Libye, de les mettre en relation avec les représentations diplomatiques de leur pays d'origine et de voir dans quelle mesure faciliter leur retour qui du reste est volontaire. Mais le plus important, c'est de veiller toujours, comme je l'ai dit, à la préservation de la dignité de l'être humain. Je pense que quand si nous suivons un peu l'actualité, on a vu des passeurs être condamnés à de lourdes peines par certains pays. Je pense qu'il faut renforcer le travail de sensibilisation. Les États aussi ont une certaine responsabilité pour que ces passeurs ne puissent pas agir. Le député de la diaspora Aboubakri Ngaïdé se dit également très choqué par cette affaire. Il interpelle les organisations internationales et la société civile à réagir. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alassane Ba et Mohamed Dia. J'étais très choqué. Je pensais que l'esclavage a été aboli, mais on remarque avec le problème de la Libye que tout ce que nos ancêtres avaient vécu s'attend à revenir dans ce pays. Il faut régler ce qui se passe en Libye, essayer de remettre de l'ordre en Libye. Et si cet ordre n'a pas été mis, personne ne peut régler le problème de l'esclavagisme, le problème que rencontrent nos compatriotes africains, surtout noirs, en Libye. Parce que les gens transitent par n'importe quel pays pour arriver à la Libye. Parce qu'en Libye, c'était plus facile de traverser. C'était plus facile avec les problèmes militaires qui existent là, les problèmes de guerre civile qui existent là. Donc, c'était plus facile pour les gens de traverser par là pour aller en Europe. Mais il faut régler le problème de la Libye. Et c'est les Africains, les Occidentaux doivent mêler leurs efforts pour que la situation de la Libye soit revenu à la normale. Je ne veux pas dire que ce sont les dirigeants politiques qui ont échoué. C'est partagé. La faute, c'est tout le monde. Je vous l'annonçais dans les titres, saisie de faux médicaments à Touba. L'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal se constituent en partie civile. Une enquête est ouverte face aux journalistes. Les pharmaciens disent ne pas comprendre les raisons du mutisme des autorités religieuses et de l'État. Compte rendu de cette conférence de presse signée Aminata Barresso et Tierno Laurent Mendy. Voilà. 1,3 milliard, c'est le coût des médicaments contrefaits saisis dans la ville sainte de Touba. Une quantité énorme et variée. Parce que nous avons trouvé des formes injectables, des formes pommades, des formes collyres et des formes comprimées. Ce tri effectué par nos confrères pharmaciens de Diourbel montre que ce sont des produits prétendument destinés à traiter le palu, les infections microbiennes, les maladies de l'œil, les troubles de l'érection et les douleurs musculaires, etc. L'existence des dépôts est la raison fondamentale qui justifie le pourquoi et le comment ces médicaments peuvent être commercialisés et ventilés dans la localité. Parce que, comme on dit, s'il n'y avait pas de marché, il n'y aurait pas de produit.
L'inertie des autorités déplorée, l'ordre des pharmaciens se constitue partie civile pour la lumière dans cette affaire. C'est comment ces deux gros camions ont pu, avec leur grosse cargaison, traverser la frontière et tous les cordons douaniers pour arriver à Touba. Nous avons demandé et obtenu, parce que je pense que même le point de presse tenu hier à Diourbel en est l'illustration. Nous l'avons tenu en présence de l'avocat que nous avons commis par rapport à ce dossier-là. Donc, nous avons pu obtenir l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que, en fait, ces contrebandiers, ces malfaiteurs, ces criminels puissent être quand même traduits, jugés et sanctionnés. L'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés évaluent par ailleurs les dangers que ces médicaments peuvent causer. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal attire l'attention des autorités et surtout de la population sur le fait qu'il s'agit à 100% de faux médicaments ayant un impact désastreux pouvant causer de graves préjudices sur la santé de nos populations. Des médicaments contrefaits dans une ville où il y a en fait un développement fulgurant des maladies chroniques, des maladies qui sont tout simplement liées à l'usage des médicaments. Les insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques et les échecs thérapeutiques, pour ne citer qu'effectivement ces dégâts-là qui sont liés effectivement à l'utilisation de ces médicaments-là. Une énième saisie de faux médicaments dans la cité religieuse de Touba, une enquête est ouverte, une nouvelle réglementation qui criminalise la vente illicite de médicaments, un plaidoyer. Aminata Mbaresso, nous restons avec l'ordre des pharmaciens qui s'offusque de la prolifération des dépôts de pharmacie à Touba. Il dénonce par ailleurs le fait que l'opération IRA ne soit pas effectuée à Touba. Cette opération était commandée par Interpol dans des pays de la CEDEAO pour faire le point sur l'ampleur de la vente de médicaments contrefaits. Là-dessus, nous écoutons le docteur Amatnian, toujours au micro d'Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Ces années et ces mois passés, il y a une opération qui avait été initiée par Interpol et qui concernait l'ensemble des pays de la CEDEAO en vue de lutter contre les médicaments contrefaits. Mais la ville sainte de Touba a été effectivement épargnée de cette opération. Et ce qui est extrêmement extraordinaire et qui relève d'un fait inédit, c'est le cas de Darous, où des médicaments ont été saisis par, en fait, des brigades légales du pays et qui ont fait l'objet d'une restitution. Qu'importe la défectuosité de ces médicaments, qu'importe leur manque de qualité, qu'importe le danger que cela revêt, et je me demande qu'est-ce qui justifie le pourquoi ces médicaments ont été restitués à Darmous. Cette opération coup de poing de la brigade mixte de la gendarmerie et de la police de Saint-Louis, plusieurs cas d'infraction ont été notés sur la circulation. Le gouvernement veut réduire les risques d'accidents au Sénégal. 99% des accidents sont causés par le mauvais comportement des chauffeurs. Les détails dans cette correspondance signée Mohamed, plutôt Seynou Diop et Habib Sek. La brigade mixte composée de la police et de la gendarmerie a procédé à une opération de sécurisation et de contrôle sur la route dans toute la région de Saint-Louis. Depuis février 2017, le gouvernement sénégalais a mis en place une stratégie pour mieux contrôler la circulation et appeler les chauffeurs à adopter les bons comportements. C'est un problème de comportement. On a toujours œuvré dans la sensibilisation et dans la prévention routière, mais il nous semble que effectivement les automobilistes en général semblent ignorer ou bien semblent ne pas écouter les conseils ou les prescriptions qui sont données à ce niveau-là. C'est pourquoi, lors du conseil interministériel du 9 février dernier, il a été institué effectivement des brigades mixtes de sécurité routière pour effectivement renforcer le contrôle routier. Lors de ces opérations, plusieurs infractions ont été constatées sur la route. Certains chauffeurs conduisent des véhicules teintés sans autorisation. C'est le ministère de l'Intérieur qui délivre l'autorisation. Certains chauffeurs conduisent sans le port de la ceinture. Certains chauffeurs aussi conduisent sans titre, donc avec une carte grise périmée ou bien un permis de conduire expiré. Certains chauffeurs aussi conduisent avec le téléphone au volant. Au Sénégal, 99% des accidents sont dus au mauvais comportement des chauffeurs. Le gouvernement du Sénégal compte mettre fin à ces pratiques et réglementer la circulation. Nous avons constaté que 99% des accidents qui se produisent
sont dus à l'inobservation des règles de conduite, des règles définies dans le code de la route. Donc vraiment l'objectif c'est d'amener les usagers de la route à veiller au respect des règles du code de la route et à limiter vraiment au maximum les accidents de circulation qui causent des dégâts énormes pour les populations. Les opérations se déroulent dans le département de Saint-Louis, mais aussi à Taregui, dans le département de Podor, et à Richard Toll, dans le département de Dagana. Nous restons dans le nord du pays. Plusieurs villages de la commune de Gandé, dans le département de Louga, confrontés à des problèmes d'accès à l'eau potable. Du coup, les populations sont souvent confrontées à des maladies diarrhéiques. Beaucoup de cas de bilharziose sont également enregistrés dans la zone. Les détails avec Kiernofal. L'accès à l'eau potable constitue une difficulté majeure au niveau des villages situés sur les rives du lac de Guerre dans la commune de Gandé. Dans ces localités, les populations n'ont pas d'autre choix que de s'approvisionner dans le lac, ce qui les expose à des risques de maladies hydriques telles que la bilharziose. Il y a des maladies ici comme bilharziose, les médecins le disent. Il y a beaucoup de monde, il a des maladies bilharzioses, surtout les enfants. Cette situation préoccupe ces populations qui demandent à l'État de construire dans la zone un forage pour mettre fin à leur souffrance. Parce que tu as vu le lac, nous, tout le monde, on boit ici depuis 1993. Donc nous voulons, le président de la République, son Excellence, M. Makiel, nous aide ici au commun de Gandé parce qu'on a des problèmes de l'eau potable. En dehors des problèmes d'accès à l'eau, l'absence d'infrastructures sociales de base préoccupe également ces paysans. Nous avons des cases de santé, mais ce n'est pas fonctionné normalement. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Bon, il y a des ASC, il y a des matrones, mais il n'y a pas de médicaments. Bon, ça ne fonctionne pas. Les femmes enceintes, il faut prendre des sarrettes pour partir 30 km ou 28 km, 15 km. Il y a des femmes qui accouchent dans le brousse. Les habitants de ces localités qui aujourd'hui partagent les mêmes difficultés se sont donné rendez-vous dans le village de Galéel 1 pour dénoncer les conditions très difficiles dans lesquelles ils vivent depuis plusieurs années. Nous parlons de la recrudescence des cas de grossesse précoce dans la banlieue dakaroise. Le milieu scolaire est particulièrement touché. Le réseau des femmes Tidiane veut prendre le problème à bras le corps. En collaboration avec les partenaires, ses membres étaient en conclave à la mairie de Guédiawaye. Compte rendu signé Salif Sow et Asmalik Diop. Les grossesses précoces, un mal qui résiste. La situation reste alarmante ici, à Guédiawaye. La blouse blanche en charge de la santé de reproduction du district ne chôme pas. Il y a beaucoup de jeunes filles quand même qui fréquentent nos services. À chaque fois qu'il y a un décès, donc c'est alarmant. Mais je pense que nous sommes en train de vraiment mener des activités de communication avec, heureusement qu'il y a beaucoup de badjanougor dans ces salles. Pour faire face au fléau, le ministère de l'Éducation nationale met la main à la pâte. L'étude a montré que l'IA de Pikine Guédiawaye, l'IA de Fatick et l'IA de Kolda, dans ces 3 inspections d'académie, le taux de prévalence de ces grossesses était un peu exacerbé. Donc c'est ainsi qu'elle a commencé à dérouler un certain nombre d'activités au niveau de ces 3 inspections d'académie, à savoir des cercles thématiques dans les CM où le taux de prévalence était un peu exacerbé. Des séances de formation en santé de la reproduction et des plaidoyers au niveau des collectivités locales. Une intervention cadrée, limitée. Le réseau des femmes Tidjane travaille pour l'élargissement. Les badjanougor seront fortement mises en contribution. Nous comptons faire une sensibilisation au niveau des écoles, mais aussi au niveau des quartiers, pour sensibiliser les professeurs, les élèves, les maires, les chefs de quartier pour qu'ils nous aident à lutter contre ce fléau-là, pour qu'on puisse au moins, lors du séminaire du 9 décembre, qu'on ait un rush et qu'au moins au niveau de Dakar, les gens comprennent le sens de cette lutte-là. Les grossesses précoces, fruit de l'ignorance des victimes, des viols,
et des mariages précoces. Affaire Yavuz Selim, le ministre de l'Éducation nationale informe que tous les pensionnaires de l'établissement ont été transférés dans différents établissements scolaires de Dakar. Serine Baïkam soutient que le droit à l'éducation des élèves a été respecté. Des propos tenus lors du lancement de la deuxième phase de IFAM, des propos recueillis par Chertidian Dion. Donc tout comme une autre groupe d'une autre société, d'autres fondations, associations qui viennent développer au Sénégal des activités, le Sénégal les autorise à avoir des activités d'enseignement au Sénégal. Mais une décision n'a pas été prise par le gouvernement du Sénégal de transférer les écoles Yavuz Selim à la Fondation Malif. La Fondation Malif maintenant a le cadre légal et réglementaire pour pouvoir mener ses activités d'enseignement au Sénégal. Maintenant, nous, dans cette question, ce qui nous préoccupait le plus, c'est la continuité des enseignements apprentissages des élèves. Et nous avons constaté que, en tout cas, il ne nous est pas revenu. Nous avons constaté que tous les élèves continuent actuellement leur enseignement apprentissage. Il ne nous est pas revenu par l'association des parents d'élèves, aujourd'hui d'élèves qui sont laissés en rade, qui ne continuent pas leur enseignement apprentissage. C'était ça le plus important pour nous, que le droit à l'éducation des enfants soit sauvegardé, et ce droit a été sauvegardé. Les ex-travailleurs de la Sotrac réclament leur argent à l'État du Sénégal, une somme selon eux estimée à 9 milliards 113 millions de francs CFA. En Assemblée générale cet après-midi, ces travailleurs prévoient de marcher dans les prochains jours. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Conditions de vie difficiles, ménage brisé, maladies chroniques, le calvaire des ex-travailleurs de Sotrac. Nous revenons pour dire expressément que nous ne parlons plus au ministre du Budget, que nous ne parlons plus au secrétariat général, que nous ne parlons plus à aucun démembrement de l'État, mais nous interpellons directement le président Macky Sall qui, lui, est le président de la République et qui avait pris l'engagement à l'entame de son mandat de corriger les injustices, qui avait pris l'engagement à l'entame de son mandat de redresser les entreprises en situation de difficulté, qui avait pris à l'entame de son mandat plutôt un conseil des ministres qui a pris librement la décision de payer les ex-agents de la Sotrac par rapport à cette dette que l'État leur doit. 9 milliards 113 millions de francs CFA, la somme due après liquidation de leur entreprise, des années de souffrance. Moustapha et ses camarades disent plus jamais ça. L'État avait cherché à nous rencontrer pour nous donner des explications par rapport à ce retard, pour nous donner des explications par rapport à ce manque d'intervention. On aurait au moins pris notre mal en patience par rapport à cela. Mais c'est qu'il n'y a absolument rien. Prochaine étape, une grande mobilisation. Ils demandent le soutien de toute une nation. Nous avons le droit de marcher et nous allons passer à la demande d'organiser une marche des ex-agents de la Sotrac dans les rues de l'État, dans les rues de Dakar, pour manifester notre mécontentement, mais pour manifester notre manque de satisfaction. À quand la marche? Le bureau des ex-travailleurs de Sotrac entend d'abord s'accorder sur une date. Ce qui est sûr, ça sera dans quelques jours. Même Ndiaye, cette opération de déguerpissement à Rebeuss, les garagistes très remontés par cette initiative, contrairement aux populations qui, de leur côté, demandent un suivi pour maintenir la salubrité du quartier. Habib Faye, Mardien, y était pour nous. Des camions fourchettes chargés de soulever des voitures destinées à la casse. Un quartier encombrant par les véhicules des mécaniciens. Un décor qui n'honore pas Rebeuss, disent les habitants. Ainsi, une opération de déguerpissement au chevet de la population. Ce que déplore ce chef de garage en train de perdre ses voitures. On a des véhicules qui ont été emportés, mais les véhicules sont garés devant le garage. Vous voyez, tout ça, c'est moi qui les ai fait. Le trottoir, c'est moi qui les avais bitumés comme ça, quoi. Donc, mais à ma grande surprise, ils sont venus, ils ont tout enlevé. Et le préfet même a promis de fermer le garage et de venir même prendre les voitures qui sont à l'intérieur des garages. Par contre, les habitants de Rebeuss se sentent soulagés. Vraiment, je suis très content du direction. Parce qu'il y a des autres qui viennent ici garer leur voiture, alors que du fait de le garer, ce n'est pas normal.
On sait exactement, on sait même pas exactement qui l'a garé ici ou pas. On pensait que c'est nous qui l'ont garé ici, alors que ce n'est pas nous. Tout ce que vous voyez comme ça sont les mécaniciens qui font ça. Moi, je suis venu personnellement pour réparer ma voiture. Mais ce que j'ai vu, vraiment, je suis content de ça. Les mécaniciens au Conbil, ils ont fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, auto de fine. Si vous avez calé, auto de nous avons fini jar. Passant à mon jar, pour l'OLA. Ce qu'il demande, c'est un plan de suivi. Le fait qu'il dégage tout ce qui est encombrant dans cette ville, surtout dans notre quartier, en particulier à Niatchoker. Et vous souhaitez que ce soit une continuité, de jour en jour. Et dans l'avenir, ça sera meilleur encore pour déguerpir. Il n'y aura même pas de problème, il n'y aura même pas de déguerpissement après. Annoncé depuis la semaine dernière, l'opération de déguerpissement a débuté à Rebeuss. Le sous-préfet compte désencombrer la ville de Dakar pour permettre la fluidité du transport et surtout à la population de pouvoir circuler dans des conditions souhaitées. Le sous-préfet de Dakar Plateau, de son côté, dit répondre à une demande sociale. Djibi Diallo appelle les populations à la responsabilité et promet un plan de suivi. Nous l'écoutons. Les populations sont pratiquement les victimes. Tous les jours, ils vivent vraiment ce tapage sonore, n'est-ce pas? Vraiment ce problème en tout cas de pollution sonore, pollution atmosphérique, pollution sociale, à longueur de journée, qui les empêche de vivre convenablement, avec vraiment des risques d'insécurité, de salubrité et surtout de mobilité. Ceci pour répondre effectivement à la demande sociale et au train de vie au cadre de vie des Sénégalais, particulièrement les populations de Plateau. Alors, ce que nous conforte, c'est que les populations soient à l'aise, que les populations se sentent en sécurité, que les populations en tout cas puissent aller et venir convenablement sans être inquiétées, que les populations puissent être secourues à chaque fois que de besoin, que les sapeurs-pompiers puissent accéder dans les lieux de sinistre en cas de sinistre, que les ambulances puissent transporter les malades à bon port sans être inquiétés quand il le faut et que les gens puissent dormir tranquillement. Le commissaire Nyan qui est ici devant moi est chargé du suivi. Et je vous dis, un suivi sera fait en rapport avec la commune de Plateau pour que toutes les personnes, en tout cas récalcitrantes, n'est-ce pas, puissent être aujourd'hui mis en état de nuire. Et puis en mode culture, à présent, Dakar va abriter une conférence musicale internationale. L'objectif est de réunir les professionnels de l'industrie musicale avec ceux du pays et aider les jeunes talents à émerger. Aïssatou Païfal pour plus de détails. La Fondation Musique in Africa se retrouve à Dakar autour d'une conférence internationale dénommée Access. Au menu, rencontres, échanges avec beaucoup d'acteurs de la musique africaine, découverte de nouveaux talents. Il s'agit de venir dans la ville et d'emmener les gens du secteur clé dans la musique africaine et de les faire rencontrer les locaux, les artistes locaux, et de faire en sorte qu'il y ait des échanges et des connexions entre eux, que cela puisse aboutir à des collaborations. Access, une opportunité pour les jeunes artistes locaux à travers des programmes intéressants. Ces nouveaux talents-là n'ont pas forcément la possibilité de rencontrer tous ces gens clés, bien évidemment. Ils ne peuvent pas prendre l'avion, aller en Afrique du Sud, en Ouganda, au Kenya. Donc nous faisons venir ces gens à eux. C'est surtout pour eux que nous le faisons, pour qu'ils puissent voir ce qui émerge ici et qu'ils puissent les booster et qu'ils puissent les mettre dans des projets et que ce soit pour tout Africain. Quant aux professionnels du secteur, ils vont en tirer des avantages. Ce qu'ils ont à gagner, c'est découvrir, eux, la scène sénégalaise, tu vois, la scène culturelle et musicale sénégalaise. Une fois qu'ils seront là, ils organisent de grands festivals ou de grands événements. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'inviter un artiste sénégalais. C'est toujours une opportunité aussi de leur côté de découvrir de jeunes artistes, de nouveaux talents au Sénégal. Du 17 au 18 novembre, ateliers, tables rondes, expositions,
Workshops et concerts vont rythmer le lancement d'Access à Dakar avec Baba Mal pour inaugurer la conférence internationale. Un mot de sport avant de passer à l'invité avec la caravane de la paix prévue du 16 au 19 novembre prochain. Cette initiative va réunir des champions afin de mener des actions sociales et de promouvoir les valeurs du sport auprès de la jeunesse. L'initiateur Baladier avec ses collaboratrices que je vous propose d'écouter au micro de Dissa Prera et Modou Diop. C'était pour fédérer tous les champions de la paix, fédérer de grands sportifs, de grands champions comme Baladier, mais également on aura Ladji Doucouré, le double champion du monde franco-sénégalais, on aura Daba Modibo Keita, double champion du monde de taekwondo également. C'était de réunir tous les sportifs et véhiculer les valeurs de l'olympisme, partager, essayer d'aller dans les zones plus touchées par la précarité, les villages reculés, de leur apporter une fontaine d'eau, d'essayer d'inspirer la jeunesse avec les valeurs du sport, de participer à des ateliers de sport simple et de promouvoir le sport, tout simplement.